Eh bien, bonjour à tous dans ce webinaire sur la formation par apprentissage dans l'enseignement supérieur. Nous avons le plaisir d'accueillir pour animer ce webinaire Monsieur Vincent Salorne et Christelle Ribera qui nous rejoindra dans ce webinaire. Pour quelques petits éclairages à rappeler, ce webinaire dure environ 50 minutes. Il vous sera envoyé un mail automatique après ce webinaire qui vous rappellera la procédure pour éventuellement ouvrir un compte sur la plateforme Fun afin de vous inscrire à des MOOC. Et vous recevrez également un lien pour visionner en replay ce webinaire donc, que va nous présenter tout de suite Monsieur Vincent Salorde. Et je vous cède la parole. Merci Christian. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire pour présenter la formation par apprentissage dans l'enseignement supérieur. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est la formation par la voie de l'apprentissage. Ensuite, nous détaillerons les avantages et les inconvénients de ce mode d'enseignement. Ensuite, nous verrons les démarches à effectuer si vous souhaitez passer par la voie de l'apprentissage. Et ensuite, on verra quelques petits conseils pour organiser votre recherche d'un contrat d'apprentissage. Et ensuite, on passera sur un temps de questions. Voilà. Donc tout d'abord, la particularité de la formation par apprentissage, c'est que l'apprenti et donc l'ancien étudiant a le double statut. Vous serez demain, si vous signez un contrat d'apprentissage avec une formation, vous serez étudiant et salarié de l'entreprise. Et donc, en tant qu'étudiant, bien sûr, vous bénéficierez de tous les droits et les avantages des étudiants, notamment des cartes étudiants et des avantages des étudiants. Mais vous aurez également des obligations et des devoirs en tant que salarié, notamment en tant que devoir du salarié, respecter le code du travail, que ce soit en entreprise, mais également sur le centre de formation. Et notamment sur le centre de formation, on vous demandera soit d'émarger, soit de pointer, suivant les dispositifs mis en œuvre par votre centre de formation. Et donc, cet émargement est une obligation, puisque vous devez respecter un temps de présence sur la formation qui est égal à la durée de votre contrat, et donc notamment 35 heures par semaine. Donc, vous devez rester sur site de formation pendant 35 heures par semaine. Ça, c'est une des obligations du coup du salarié, du statut de salarié. Le contrat d'apprentissage, il peut être signé jusqu'à 3 mois avant la date de rentrée. Ça dépend un peu des contrats et des diplômes dans lesquels vous êtes engagé, puisque un contrat d'apprentissage peut aussi être signé jusqu'à 3 mois avant, sauf dans le cas des contrats d'apprentissage sur des bachelors universitaires de technologie qui sont sur 36 mois, certains, ou des diplômes d'ingénieur, par exemple, qui seraient sur 36 mois, ou d'autres diplômes peut-être où je n'ai pas connaissance, mais dans tous les cas, dès lors où on est sur un contrat de 36 mois, on ne peut pas aller au-delà de 36 mois en fait en apprentissage. Donc on ne pourra pas signer 3 mois avant. Sinon, pour tous les autres, vous avez la possibilité de signer 3 mois avant votre contrat d'apprentissage. Et ça, c'est un réel avantage, puisque souvent les périodes de rentrée sont fixées en formation en septembre, voire octobre, et donc ça permet à l'employeur de vous embaucher durant l'été, au lieu de vous proposer peut-être un contrat saisonnier. Donc ça, c'est un avantage pour vous et pour l'employeur. La durée de travail en apprentissage, la durée réglementaire, c'est 35 heures par semaine. Il peut y avoir des contrats qui soient sur 39 heures, en fonction de l'amplitude horaire de l'entreprise. Et donc ces contrats-là, les 4 heures, ce sera des heures supplémentaires qui seront soit récupérées en récupération de temps de travail, soit rémunérées en heures supplémentaires. La période d'essai en apprentissage, et ça c'est important, elle est de 45 jours en entreprise. Les jours de formation ne sont pas comptabilisés dans cette période d'essai. Et si, admettons que vous preniez, vous soyez en arrêt maladie ou un congé, quel qu'il soit, un congé pour maladie, un congé exceptionnel, un congé pour vacances, ça reporte d'autant cette période d'essai des 45 premiers jours en entreprise. Durant cette période d'essai, vous ou l'employeur
pouvait rompre le contrat d'apprentissage sans motif et entre guillemets du jour au lendemain. Donc c'est une période d'essai quand même qui est importante pour l'apprenti puisque du jour au lendemain vous pouvez vous retrouver sans contrat. Donc faites bien attention quand même à cette période d'essai des 45 jours et reportez-vous au calendrier d'alternance de votre formation pour calculer jusqu'à où va s'étendre cette période d'essai. Donc demain, si vous êtes apprenti, vous n'aurez plus le droit au congé scolaire ni universitaire et donc vous aurez le droit au congé payé prévu par le Code du travail et prévu notamment par votre entreprise d'accueil pour ses salariés. Donc là, logiquement, vous devriez cotiser, si c'est sur le Code du travail, 2 jours et demi par mois de BAM et donc pouvoir prendre après ces jours de congé. Vous avez une présence obligatoire en cours, hein, en centre de formation. Si vous êtes absent en centre de formation, mais aussi également en entreprise, il faut un justificatif valable. Un justificatif valable, c'est notamment, par exemple, un arrêt de travail. Donc, vous êtes malade, vous devez aller chez le médecin, vous faire prescrire un arrêt de travail, et cet arrêt de travail, vous devez le transmettre à votre employeur, mais également à votre centre de formation pour l'informer de votre absence. Voilà. Donc ça, c'est super important, puisque comme je vous l'ai dit, dans les centres de formation, il y a soit des systèmes de pointage. Donc nous, dans notre centre de formation, les jeunes ont un badge et pointent le matin, dépointent le soir pour justifier de leur temps de présence. Dans d'autres centres de formation, c'est une feuille d'émargement qui est assignée. Alors, le calendrier d'alternance. Le calendrier d'alternance est propre à chaque formation, donc je vous invite à vous rapprocher de la formation que vous ciblez pour l'an prochain pour connaître et avoir connaissance de ce calendrier d'alternance qui sera un document essentiel pour la recherche de votre entreprise. Que tout employeur aura besoin de ce calendrier d'alternance pour connaître les temps où vous serez en entreprise et les temps où vous serez en formation. Alors, sur cette période de l'année, généralement, les centres de formation sont en pleine élaboration des calendriers d'alternance, donc je doute que vous ayez le calendrier 2024 à cette période, mais c'est possible. Sinon, généralement, on reporte les calendriers des années précédentes, sauf grand changement. Donc, vous pouvez au moins avoir une idée du rythme d'alternance de la formation. Sur le calendrier d'alternance également, les congés payés sont à prendre, je vous ai parlé des congés payés au préalable, les congés payés sont à prendre sur les périodes en entreprise. Vous n'avez pas la possibilité de prendre vos congés payés sur les périodes de formation. Ça, c'est impossible, donc c'est à prendre vraiment que sur les périodes en entreprise. Autre point, la fin de votre contrat sera liée à la fin de votre formation, puisque tout contrat d'apprentissage doit inclure le passage du diplôme, puisque c'est l'objectif premier d'un contrat d'apprentissage, c'est faire passer le diplôme à un apprenti. Donc automatiquement, il y aura le dernier jour du diplôme, donc soit de soutenance finale du diplôme, soit les derniers jours de cours, soit les derniers jours d'examen du diplôme exprimé sur ce contrat d'apprentissage. Et vous ne pourrez pas avoir un contrat d'apprentissage avec une fin en deçà de la date de fin de formation. Ça, c'est une obligation légale, donc elle doit être inscrite au contrat. Ensuite, pour ceux qui voudraient terminer après la fin de formation, il y a une tolérance, et ça, c'est une tolérance plutôt des OPCO, des opérateurs de compétences qui enregistrent les contrats pour les employeurs privés et associatifs. Et donc, généralement, ils tolèrent 1 mois, 1 mois et demi, mais il n'y a rien d'écrit dans les textes. Donc, du coup, si vous devez dépasser la date de fin de formation, je vous inviterai à vous rapprocher avec votre entreprise de votre OPCO pour connaître la fin réelle possible de votre contrat. Donc ça, c'est un peu au cas par cas. Et donc pour obtenir ces calendriers d'alternance, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre centre de formation, c'est essentiel. Donc les avantages et les inconvénients du contrat d'apprentissage. Déjà pour l'employeur, il faut se dire que c'est une grosse phase de pré-embauche, le contrat d'apprentissage. Ils vont pouvoir vous tester sur une grande période, en plus de votre période d'essai, et voir si derrière, ils pourront vous proposer un contrat, soit en CDI, soit en CDD, à la suite de votre formation. Donc il faut prendre ça vraiment comme une phase de pré-embauche et une grosse période d'essai.
Donc, gardez toujours ça en tête dans votre futur contrat d'apprentissage. Ensuite, pour les entreprises, c'est quand même un recrutement de jeunes rapidement opérationnels, puisqu'ils vont vous former, mais néanmoins, vous allez pouvoir développer vos connaissances et vos compétences dans l'entreprise rapidement. Et donc ça, c'est intéressant pour les entreprises. Autre avantage pour les entreprises, c'est que vous êtes des profils juniors pour la plupart, hein. Vous avez très très peu d'expérience professionnelle, et donc les entreprises vont pouvoir vraiment vous former aux valeurs et aux logiciels et aux pratiques, aux process de l'entreprise. Et donc ça intéresse grandement quand même les employeurs. Autre point qui n'est pas négligeable, hein, vous avez dû écouter l'actualité. On est quand même dans une période plutôt favorable à la recherche d'un contrat d'apprentissage et aux études en apprentissage, hein, puisque les entreprises se tournent de plus en plus vers ce mode de pratique, tout simplement parce qu'il y a également des aides financières sur le contrat d'apprentissage proposé par l'État. Et donc, notamment, il y a une aide exceptionnelle actuellement qui est une aide de 6 000 € pour tout employeur privé de moins de 250 salariés qui embauche un apprenti sur les 12 premiers mois de contrat. Donc, ces 6 000 € sont découpés sur les 12 premiers mois de contrat. Donc, si votre contrat fait moins de 6 mois, l'entreprise n'aura pas 6 000 € plein, hein, puisque forcément, 6 000 € divisé par 12, ça fait 500 € par mois. Et donc là, vous reporterez 500 € par mois. En fait, ils toucheront l'entreprise durant les 12 premiers mois du contrat. Donc, c'est pas négligeable, hein, puisque, en tout cas, dans notre centre de formation, on ne pratique aucun reste à charge pour les entreprises. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne payent pas la formation, hein. La formation est financée par leur OPCO, par le mécanisme des impôts sur les sociétés. Et donc, en fait, cette aide-là, les 500 € vient en déduction des rémunérations qu'ils vont vous verser. Donc, ça abaisse grandement le budget alloué à votre contrat d'apprentissage pour l'entreprise. Dans d'autres centres de formation, il y a des restes à charge qui sont pratiqués. Donc ça, il faudra vous rapprocher de votre centre de formation pour voir le coût réel et le budget que devra consacrer l'entreprise à votre contrat d'apprentissage. Mais n'hésitez pas à mettre en avant cette aide exceptionnelle, hein, qui est disponible pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés, les associations également, et pour les entreprises de plus de 250 salariés, il faut qu'elles répondent à une obligation, et notamment avoir 5% de contrats aidés dans leurs effectifs. Alors, n'hésitez pas à les solliciter, hein, mais normalement, ils ont cette information-là, hein, puisque quand on parle d'entreprises de plus de 250 salariés, on est quasiment sur des grands groupes, et donc il y a souvent des services RH qui sont au fait des réglementations et des aides financières. Donc voilà. Mais en tout cas, pour tout ce qui est petite entreprise, n'hésitez pas à mettre en avant cette aide financière qui est reconduite pour l'année 2024. Il y a également des aides pour les personnes en situation de handicap. Donc, dans chaque CFA, il y a un référent ou une référente handicap qui est nommé, hein, c'est une obligation des CFA. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CFA et de ce référent handicap pour connaître toutes les aides possibles sur cette situation de handicap, puisqu'il y a des aides, notamment de l'adaptation des postes de travail, que ce soit en formation ou en entreprise. Il y a des aides financières supplémentaires. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vous invite juste à vous rapprocher de vos référents handicap. Pour l'apprenti, hein, les avantages, ils sont multiples. Déjà, vous allez préparer le même diplôme qu'un étudiant classique. Donc ça, c'est un avantage de taille, hein. Sauf que vous aurez un suivi qui est plus poussé, hein, puisque à l'université, enfin, en tout cas chez nous à l'université ou dans les centres de formation, vous aurez un tuteur pédagogique qui est obligatoirement un membre des enseignants. Donc ça va être votre référent en formation. Et en entreprise, vous aurez obligatoirement un maître d'apprentissage, et la personne qui va vraiment vous encadrer en entreprise et qui sera votre référent d'entreprise. Ce maître d'apprentissage a des prérequis, hein, notamment au niveau des diplômes ou de l'expérience professionnelle, hein. Donc un maître d'apprentissage doit avoir au minimum 2 ans d'expérience sur le poste occupé, ou soit 1 an d'expérience et le même niveau de diplôme préparé par l'apprenti.
Donc voilà, c'est quelqu'un qui vous permettra d'être suivi en entreprise. Donc n'hésitez pas à le solliciter pour toute difficulté en entreprise. Ensuite, l'autre avantage, c'est que vous allez acquérir une expérience professionnelle qui est valorisable sur votre CV, puisque c'est une vraie ligne sur votre CV. C'est plus un stage ou un stage d'observation. Là, on est vraiment dans une expérience professionnelle avec un contrat adossé. Donc, cette expérience professionnelle sera grandement appréciée si derrière vous devez changer d'entreprise. Vous aurez également un salaire mensuel qui est prévu par rapport à votre contrat d'apprentissage. Employabilité renforcée à l'issue du diplôme, forcément, vous aurez plus de chances de trouver un emploi à l'issue du diplôme, puisque vous aurez un diplôme plus une expérience professionnelle, et donc forcément une employabilité renforcée. Il y a des aides au logement et des aides au transport qui existent pour les apprentis, donc il ne faut pas hésiter à solliciter les transports de votre agglomération ou les logements de votre agglomération, puisqu'il y a des aides dans pas mal d'agglomérations aujourd'hui. Alors nous, on est basé sur Montpellier, on a notamment une résidence du Crous, c'est une résidence sud alternance qui prévoit des appartements pour les apprentis, et donc qui sont louables à la semaine. C'est 120 € la semaine et 360 € le mois. Donc voilà, par exemple, ça c'est des exemples concrets, mais dans vos villes, je les connais pas, mais voilà, il y a sûrement des logements disponibles, il ne faut pas hésiter à fouiller. Et regardez bien toutes les aides pour les apprentis qui sont souvent différentes des aides étudiantes, qui sont souvent plus favorables que les aides étudiantes. Après, dans les inconvénients, en tout cas pas les inconvénients, mais il faut mesurer ces risques-là quand on rentre en apprentissage. C'est le rythme de travail soutenu, puisque vous allez passer du temps en entreprise et vous allez avoir aussi votre charge de travail à l'école. Donc double charge, donc il faut évaluer ça et être prêt à ce changement et ce rythme alterné, donc une partie en entreprise, une partie en formation, qui est pour certains inadapté au début. Donc il faut rentrer dans ce rythme et dans ce monde de l'entreprise. Suspension des bourses, forcément vous n'avez plus le droit aux bourses puisque vous avez le droit à une rémunération en tant qu'apprenti. Donc voilà. Plus de bourses sur critères sociaux. Plus de congés scolaires non plus. Donc forcément, vous avez les congés payés. Donc ça, vous avez 5 semaines par an et plus les congés scolaires. Donc ça peut être délicat pour des formations qui sont mixées où vous allez avoir vos camarades qui vont partir en congé scolaire et vous allez devoir retourner en entreprise travailler et vos prochains congés, ça sera que quand vous les aurez posés avec votre entreprise. Autre point, pas dans les inconvénients, mais dans les risques plutôt, faites bien attention souvent on doit s'éloigner pour chercher son contrat d'apprentissage et des fois ça implique de prendre un logement ou voire 2 logements et forcément la rémunération d'un apprenti c'est pas des rémunérations d'un plein temps, donc il peut y avoir des risques au niveau financier, donc je vous invite à vraiment échanger à ce sujet avec votre famille, vos amis, sur la question du logement et le coût que cela représente, les déplacements aussi que ça peut représenter sur votre recherche de contrat d'apprentissage, si elle est plus ou moins éloignée, avec la fatigue que ça peut engendrer. Alors moi, je vous invite vivement à vous éloigner de votre centre de formation pour chercher un contrat d'apprentissage, parce que c'est comme ça qu'on trouve vraiment son contrat d'apprentissage, puisque si vous restez autour de votre centre de formation, forcément, il y a plus de concurrence, puisqu'il y a une promo entière qui cherche des contrats, et donc les entreprises sont sollicitées dans le domaine d'activité dont vous cherchez. Et plus vous vous éloignez, moins vous avez de concurrence si vous êtes sur des secteurs géographiques où il y a moins de centres de formation ou de formation. Donc ça peut être intéressant pour vous. N'hésitez pas à explorer aussi la piste de la famille, s'il y a de la famille éloignée et qu'il y a un logement qui pourrait vous accueillir, n'hésitez pas à les solliciter pour voir si vous pouvez faire votre recherche autour de chez eux. Voilà, bon, ça c'est quelques pistes. Les démarches à effectuer, donc chaque établissement a son mode de recrutement et de sélection qui lui est propre. Néanmoins, il y a quelques plateformes nationales, notamment pour
ceux qui passent le bac cette année, il y a Parcoursup, où là, vous devez inscrire vos vœux. Et donc, notamment, vous devez inscrire vos vœux aussi en apprentissage sur ce parcours. Si vous candidatez sur notamment des universités, des licences professionnelles ou d'autres diplômes, il y a souvent des plateformes en interne et notamment une plateforme e-candidat. Ensuite, pour ceux qui candidateraient pour des masters, il y a maintenant une plateforme nationale qui s'appelle Mon Master. Et après, je vous invite à vous rapprocher des sites des établissements pour voir les modes de candidature propres à chaque diplôme. Une fois que vous avez trouvé une entreprise, n'hésitez pas à informer l'établissement et la formation ou le responsable pédagogique de la formation très rapidement parce que ça permet de vous bloquer votre place. Et aussi, si vous n'avez pas encore bloqué votre place, ça permet de peut-être appuyer votre dossier si vous avez fait un dossier de candidature, si vous avez trouvé une entreprise. Ça sera toujours un gros plus à votre dossier d'avoir une entreprise qui souhaite vous accueillir pour réaliser le diplôme avec des missions en adéquation avec le diplôme visé. Voilà. Ensuite, il faudra signer votre contrat d'apprentissage avec votre employeur et aussi le centre de formation, puisqu'il y a une partie formation sur le CERFA, le contrat d'apprentissage. Et ensuite, on vous invite à vous inscrire à la scolarité de l'établissement visé, puisque derrière, c'est ça qui fait vraiment votre inscription définitive. Quelques conseils pour organiser sa recherche d'un contrat d'apprentissage. Déjà, identifier la formation souhaitée et pour moi, il faut développer et imaginer votre projet professionnel puisque vous n'allez pas candidater au hasard dans les entreprises et donc il faut savoir où est-ce que vous allez taper et pourquoi vous allez taper à telle porte de telle entreprise pour telle mission. Donc il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi en apprentissage, hein. Il faut accepter des missions qui soient en adéquation avec votre diplôme. Donc ça, c'est essentiel. Donc, développer votre projet professionnel, ce que vous voulez faire plus tard avec votre diplôme, et voir si l'entreprise le propose, et donc ensuite candidater dans cette entreprise-là. Cibler la zone géographique de recherche, hein, comme je vous ai dit, hein, pour pas vous mettre en difficulté financière, en difficulté de fatigue aussi engendrée par les multiples déplacements entre le centre de formation et l'entreprise. Donc, cibler une zone géographique que vous pouvez rechercher, tout en nous éloignant du centre de formation, hein, comme je vous l'ai dit. Moi, je vous invite vraiment à la mobilité. N'hésitez pas à chercher plus ou moins loin votre contrat d'apprentissage. Donc, ciblez vraiment votre zone géographique. Préparez des outils de candidature, donc CV, lettre de motivation, puisque ça, on va vous les demander. Donc, pour vous aider à préparer ces outils de candidature, donc soit les centres de formation vous préparent à ces CV, lettre de motivation, soit vous avez aussi les missions locales des jeunes qui ont des services dédiés pour préparer des CV, lettres de motivation. Dans les universités, il y a également des services SQEIP qu'on appelle services communs uniques d'insertion d'orientation professionnelle. Eux aussi ont des agents pour travailler ces CV, lettres de motivation. Vous avez eu probablement des cours aussi sur CV, lettres de motivation dans vos précédents diplômes. N'hésitez pas à solliciter vos enseignants pour vous aider. Voilà. Sollicitez votre famille. Voilà. Essayez de solliciter du monde pour vous aider à préparer ces outils et n'hésitez pas à les montrer à plusieurs personnes. Alors, le recrutement, c'est pas une science exacte, mais le but, c'est que vous ayez un outil, notamment votre carte de visite, hein, votre CV, qui soit en adéquation avec le monde professionnel, qui soit en adéquation avec le domaine d'activité dans lequel vous recherchez, et qui soit lisible et qui parle aux recruteurs et qui permettra de vous retenir pour un entretien d'embauche. Ensuite, autre conseil, quand on commence à candidater à pas mal d'entreprises, il faut se créer un tableau de suivi des candidatures, hein. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un tableau de suivi des candidatures? C'est la date à laquelle j'ai candidaté, le nom de l'entreprise, le lieu de l'entreprise, par quel moyen j'ai candidaté, par mail, j'ai été directement candidaté auprès de l'entreprise, quelle personne j'ai eu, est-ce que j'ai eu une info de l'entreprise, est-ce qu'il fallait que je relance à une période, voilà, et créez-vous du coup un tableau de relance. Et donc, une semaine à 15 jours après avoir déposé votre CV, n'hésitez pas à ressolliciter l'entreprise, soit par mail, soit par téléphone, pour savoir où en est votre candidature. Donc, soit elle est clôturée, donc du coup, vous clôturez ça sur votre tableau de suivi des candidatures,
soit on vous demande de repasser plus tard, soit elle va être étudiée, mais mettez-vous des notes dans ce tableau de candidature. Je vous invite également à candidater de manière spontanée. Donc, on voit pas mal d'offres paraître sur des sites d'emploi, donc Hello Work, Pôle Emploi, enfin France Travail maintenant. Il y a des sites aussi d'entreprises, sur les sites EDF, SNCF, Orano, tous les grands groupes ont des sites de recrutement avec notamment des fiches métiers avec beaucoup de contenu, mais également les offres d'emploi dans lesquelles vous pourrez candidater et les offres en apprentissage paraissent également sur ces sites. Alors les grands groupes vous demanderont de passer par leur site d'emploi pour candidater. Après les autres entreprises peut-être directement par mail. Mais ne négligez pas la candidature spontanée parce que ça c'est un tiers des signatures de contrat, grosso modo les offres d'emploi qui paraissent sur internet. Sinon la plupart des contrats d'apprentissage il n'y a pas d'offre qui est publiée et donc l'entreprise a un besoin mais soit elle n'a pas le temps de publier une offre, soit elle n'y a pas pensé, soit vous tombez pas au bon moment. Donc n'hésitez pas à faire une candidature spontanée à l'entreprise et à solliciter l'entreprise pour obtenir votre poste. Et donc, dans votre candidature spontanée, n'hésitez pas à mettre la plaquette de votre diplôme et le calendrier d'alternance. C'est pour ça que je vous disais que c'était un document essentiel dans votre recherche. Et donc, il ne faut pas hésiter à envoyer ces documents-là quand vous faites vos candidatures. Et donc, relancer, je vous l'ai dit. Voilà, j'en ai fini pour cette mise en bouche. Après, du coup, derrière, vous pourrez suivre le MOOC sur la formation en apprentissage dans l'enseignement supérieur. Et donc, je vais passer sur un temps de réponse à vos questions, puisque j'ai vu sur le chat que ça a défilé. Du coup, Christian, est-ce que vous pouvez me lire les questions ? Alors, Vincent, tout d'abord, merci pour ce joli déroulé. Première question, Carole. Bonjour, doit-on trouver par nous-mêmes la société pour effectuer cet apprentissage? Existe-t-il une plateforme ou offre pour trouver ces sociétés proposant les offres d'apprentissage? Ça, c'est une question récurrente. Où trouver des offres d'apprentissage? Y a-t-il des plateformes? Comment s'y prend-on? Micro. Ouais, c'est que j'enclenchais en même temps vous me bloquez, je crois. Alors première démarche déjà pour les offres, n'hésitez pas à solliciter votre centre de formation puisque chaque année on a des contrats qui se signent et donc on a des partenariats avec des entreprises et donc potentiellement votre centre de formation peut avoir des offres à vous proposer. Ça c'est la première démarche. Autre point, donc je l'ai expliqué dans ma courte présentation. Les offres, vous pouvez les trouver sur les sites d'emploi généralistes, comme je vous l'ai dit, Hello Work, Pôle Emploi, les sites d'entreprise, des grands groupes. Voilà. Là-dessus, vous trouvez également des offres d'emploi. Et donc, oui, c'est par vous-même qu'il faudra trouver votre contrat d'apprentissage. La plupart des contrats d'apprentissage qui se signent sont trouvés quand même par les apprentis. Puisque vous vous doutez bien qu'un centre de formation ne peut pas trouver l'ensemble des contrats pour ses apprentis, sachant que des fois, il y a des gros volumes d'apprentis, des gros volumes d'étudiants. Donc, il ne faut pas hésiter à vous le chercher par vous-même, et d'autant plus que vous savez vraiment votre projet professionnel et les domaines d'activité dans lesquels vous voulez travailler, les missions que vous souhaitez avoir, et dans telle ou telle entreprise que vous souhaitez rejoindre. Question, alors nouvelle question. Angélica s'interroge sur le fait de savoir s'il y a une limite d'âge pour les contrats d'apprentissage et Corinne poursuit la question en demandant est-ce que c'est adapté à une personne par exemple de 45 ans qui chercherait à se reconvertir? Alors oui, effectivement, sur le contrat d'apprentissage, il y a une limite d'âge. Le contrat d'apprentissage s'adresse aux jeunes de moins de 30 ans à la signature du contrat, sauf cas dérogatoire.
les 3 cas dérogatoires pour la limite d'âge, c'est notamment pour les personnes en situation de handicap, on peut dépasser la limite d'âge. Pour les personnes en création ou reprise d'entreprise, on peut dépasser la limite d'âge, ou les personnes inscrites comme sportives de haut niveau. Là aussi, on peut, sur liste ministérielle, on peut dépasser la limite d'âge. Et 4e catégorie, c'est les personnes qui enchaînent un contrat d'apprentissage après 30 ans. Enfin, ils étaient en contrat d'apprentissage avant 30 ans et ils re-signent un contrat d'apprentissage après 30 ans. Voilà. Oui, alors c'est moi qui vais poser une question de ma part toute personnelle. Quand vous dites pour ceux qui créent ou reprennent une entreprise, est-ce qu'il est inclus la création de micro-entreprises? Oui, également, hein, enfin, c'est toute forme juridique d'entreprise. D'accord. Et pour aller plus loin, ça veut dire que finalement, à tout âge, on peut être en apprentissage? Oui, oui, si on crée une entreprise en lien avec le diplôme préparé. Aujourd'hui, les OPCO nous demandent une attestation, enfin, un certificat sur l'honneur en fait de l'apprenti et de cette création d'entreprise qui est joint au dossier de financement. Le contrôle, il peut être fait par les OPCO, hein, voir s'il y a eu création ou pas. Après, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir comme sanction, s'il y avait des sanctions, s'il n'y avait pas lieu de création d'entreprise, par exemple. Donc ça je ne sais pas, hein, ça serait les OPCO qui pourrait répondre. Mais dans tous les cas, oui, c'est possible. Oui, merci. Donc, on va aller prendre la question de Nathalie. Est-ce que les primo-arrivants peuvent réellement faire une formation en apprentissage? Et si oui, comment se passent les entretiens? Alors, je suppose que vous êtes ressortissante étrangère, c'est bien ça, enfin, quand vous parlez de primo-arrivants. Bon, je vais partir sur les personnes, oui, enfin, les ressortissants étrangers. Ça dépend du type de diplôme préparé. Primo-arrivant, alors, j'ai pas tous les éléments en tête, hein, donc ça, c'est une situation quand même très particulière. Pour les personnes qui seraient hors UE et qui seraient du territoire, enfin, de nationalité algérienne, il y a des démarches particulières à effectuer. Pour les autres, si vous réalisez un master, je crois qu'il y a plus de démarches à réaliser, mais je ne suis pas extrêmement certain. Ça, je vous inviterai à consulter à la limite notre site internet, le site du CFA de l'enseignement supérieur. On a une fiche thématique qui est préparée par notre juriste sur les ressortissants étrangers et notamment les démarches à effectuer pour ces personnes-là. Donc n'hésitez pas à le consulter parce que là de tête, je pourrais pas vous dire, j'ai pas toutes les idées claires là-dessus et je pourrais pas vous renseigner de façon pointue dessus. Et il vaudrait mieux lire cette fiche thématique sur les ressortissants étrangers. Alors, question suivante, question conjointe Isabelle et Catherine. Bonjour, mon fils bénéficie d'aménagement pour les épreuves du bac, mais nous n'avons pas souhaité faire une demande de reconnaissance du handicap. Et je pense que c'est plus un conseil qui est requis qu'une question. Dans le cadre d'une formation par apprentissage, pensez-vous que ça soit une erreur qu'il n'y ait pas eu cette reconnaissance? Alors je comprends pas bien le sens, mais parce que dans le cadre du contrat d'apprentissage, il y a une erreur. J'ai pas trop combien. Je vais reprendre. Non, en fait, la question, elle est leur enfant a un problème de handicap, mais ce handicap n'a pas été reconnu. Or, il va y avoir un contrat d'apprentissage et elle se demande si elle aurait dû faire reconnaître le handicap. Est-ce que ça aurait apporté quelque chose? Mais il est vrai que je ne vois pas pourquoi, moi, personnellement, ça apporterait quelque chose dans le cadre du contrat d'apprentissage. Non, après, en fait, il peut y avoir des aides supplémentaires pour l'entreprise et des adaptations de poste, en fait, dans le cadre de la situation de handicap, si le handicap demande une adaptation de poste, notamment.
Donc, non, après, chacun après qui déclare sa situation ou pas, si il a besoin, si l'entreprise a besoin d'aide et notamment a besoin d'adaptation de poste, donc là c'est essentiel de déclarer sa situation. Après, déclarer sa situation de handicap, ça reste quand même confidentiel au niveau du CFA, hein. Comme je vous ai dit, il y a des référents qui sont nommés, donc faut pas hésiter à vous rapprocher d'eux pour déclarer cette situation si vous avez si vous avez une reconnaissance. Alors, question suivante, est-il possible d'avoir un contrat d'apprentissage pour une doctorante ou un doctorant, bien sûr? Alors, les contrats d'apprentissage s'adressent aux diplômes qui ont ouvert leur diplôme par la voie de l'apprentissage, hein, puisque là, les doctorants, j'ai jamais eu de contrat d'apprentissage sur ce dispositif, hein. Nous, ça s'arrête au master. Donc, les doctorants, non, sont exclus du contrat d'apprentissage il faut quand même un diplôme, un rythme d'alternance, un volume de formation. Les doctorants, si je me trompe pas, c'est le passage d'une thèse, hein, donc il y a beaucoup de travail personnel à fournir, mais très peu d'enseignement. Et donc, le volume de formation ne serait pas en adéquation avec le volume demandé d'un contrat d'apprentissage et notamment 25% de temps de formation sur la durée totale du contrat. Donc non, les doctorants sont exclus de fait du dispositif. Merci. Une question qui est aussi et peut-être de l'ordre du conseil, je ne sais pas si vous aurez la réponse, je vous la donne quand même. C'est Sarah, je suis une professionnelle et je vois pas mal d'étudiants qui sollicitent des motifs, ouvrez les guillemets, faux, fermez les guillemets, pour mettre fin à leur convention contrat. Je remarque qu'ils le font avec les vacances scolaires. Comment gérer cette situation? Donc là, c'est un peu un cas de gestion de problème. Je ne sais pas si vous avez une réponse pour ça. Alors, si je comprends bien, en fait, donc là, je m'adresse à une entreprise qui a des problématiques de rupture de contrat d'apprentissage avec ses apprentis. Vous l'avez compris comme moi, Christian? Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai compris également. C'est pour ça que j'avais un doute sur la potentielle réponse. Ok, donc en fait, les cas de rupture en contrat d'apprentissage, hein, sont réglementés, hein. Donc, soit on peut rompre un contrat d'apprentissage pendant les 45 premiers jours de la période d'essai, soit après c'est d'un commun accord entre l'entreprise et son apprenti. Il y a aussi le motif du passage du diplôme et l'obtention du diplôme, hein. Donc si le contrat perdure après la formation, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, euh, ça c'est à la liberté des OPCO d'accepter que le contrat d'apprentissage perdure après la formation, après la fin de la formation. Donc là, l'apprenti est en droit de rompre son contrat après le passage du diplôme. Et également, après, il y a un autre cas de rupture à l'initiative de l'apprenti, hein, c'est cela qui vous intéresse. C'est notamment quand ça se passe mal en entreprise ou ça se passe mal dans son contrat d'apprentissage. L'apprenti peut rompre aussi en mandatant le médiateur de l'apprentissage qui est nommé par les chambres consulaires euh, ou les chambres de métier, enfin, tout dépend où est enregistrée l'entreprise. Et donc, ça aussi, il y a des délais à respecter, mais il y a un cas de rupture qui aboutit à la fin à l'initiative de l'apprenti. Voilà. Donc, après, vous avez parlé de vacances, donc je suppose qu'en fait, le diplôme doit s'arrêter peut-être fin juin. Le contrat doit aller jusqu'au mois de juillet ou août. Et du coup, l'apprenti met fin au contrat fin juin et vous laisse juillet-août en difficulté. Ça arrive, hein. Alors nous, à l'université, on essaie de caler les dates de soutenance des diplômes et donc la date de fin de contrat et la date de fin de formation, souvent fin août, voire début septembre, pour, euh, pour avoir le moins possible de cas de rupture de cet ordre-là, tout simplement parce que ça pénalise les entreprises, ça réduit la durée du contrat et donc ça réduit le temps de formation en fait en entreprise quelque part.
Donc c'est une logique hein, que l'apprenti reste le plus longtemps possible en entreprise. J'espère avoir répondu et j'espère avoir compris la question. Oui, je pense que la réponse était judicieuse et éclairante, et on vous en remercie. La question suivante, je l'attendais moi aussi. Pouvez-vous nous dire quelles sont les différences entre un contrat d'apprentissage et une formation en alternance? Et cette question, bien évidemment, vient à plusieurs reprises. Donc, déjà, il y a confusion. Une formation en alternance, c'est alterner une période en entreprise et une période en formation. Et donc, une formation en alternance, il y a deux dispositifs. Donc, le plus connu, le contrat d'apprentissage, enfin, en tout cas, je suppose que ce dispositif est le plus connu, le contrat d'apprentissage. Et il y a également un autre dispositif, c'est le contrat de professionnalisation qui, qui est étroitement, enfin, qui est très très proche du contrat d'apprentissage, qui est proposé d'ailleurs hein, souvent dans les mêmes formations. Maintenant, on propose soit du contrat de pro, soit du contrat d'apprentissage. Et ça, c'est l'entreprise qui décide. Alors, la plupart du temps, les entreprises vont se tourner vers du contrat d'apprentissage parce que c'est plus simple à mettre en œuvre, c'est plus simple administrativement au niveau du financement. Voilà. C'est principalement les différences. Hein. C'est le financement du dispositif, mais ces deux dispositifs et concrètement, ils sont très très proches aujourd'hui. Euh, Nous, on est un centre de formation d'apprentis qui ne faisons pas du contrat de pro. Hein. C'est un autre service de l'université qui fait du contrat de pro. Donc, je suis pas un expert du contrat de pro, mais voilà, les différences sont minimes. Hein. Si vous voulez, nous, sur un établissement où on a quasiment là, je vous donne un exemple d'un établissement où on a 400 contrats d'apprentissage. Il y a 10 contrats de pro. Donc, pour vous dire, hein, les entreprises se tournent maintenant de moins en moins vers le contrat de pro. Avant, il y avait un réel intérêt parce que, si vous voulez, l'apprentissage était régi par les régions et les régions autorisaient certains diplômes à ouvrir en apprentissage ou pas. Aujourd'hui, tous les diplômes peuvent ouvrir en apprentissage à partir du moment où ils ont un code RNCP. Et donc, du coup, toutes les formations sont ouvertes en apprentissage, la plupart. Donc, aucun intérêt de faire du contrat de pro. Voilà. Alors, merci pour cette réponse. Nous allons prendre maintenant une question de Catherine. Pourriez-vous nous donner un aperçu général des diplômes pouvant être préparés en apprentissage dans l'enseignement supérieur? J'imagine, elle poursuit ainsi, j'imagine que toutes les formations ne sont pas forcément proposées sur le mode de l'apprentissage. Alors non, hein, en fait, toutes les formations ne sont pas proposées sur le mode de l'apprentissage. Hein, ça, c'est les établissements qui décident. Hein. Alors, la plupart du temps, il faut adapter un rythme d'alternance, puisque l'entreprise va pas vous prendre en apprentissage s'il y a quasiment que du temps en formation. Donc ça, c'est un travail des centres de formation au quotidien pour adapter leur formation à la modalité de l'apprentissage. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de votre centre de formation pour connaître les diplômes qui seraient ouverts et pour avoir un aperçu rapide. Hein, en apprentissage, enfin, en tout cas dans le secteur universitaire, on a les nouveaux diplômes là, des IUT, des bachelors universitaires de technologie qui sont ouverts en apprentissage, qui peuvent être ouverts soit sur les 3 ans, soit sur 2 ans, soit sur 1 an, que la dernière année. Donc ça, c'est à la libre appréciation des responsables des diplômes et des établissements. On a aussi les licences générales, souvent qui sont ouvertes, mais que la dernière année, et pas sur les 3 ans. On a des licences professionnelles qui sont des diplômes sur 1 an. On a des DUST encore dans les universités. On a les masters 1 et 2, donc à voir si les 2 années sont ouvertes ou que la deuxième année. On a des diplômes d'ingénieurs, on a des diplômes de comptabilité, DSCG, DCG, on a des diplômes d'autoprothésiste, on a des diplômes d'onologie, on a des diplômes des BTS après en lycée pour faire le parallèle. Vraiment tout type de diplômes dans le supérieur sont ouverts en apprentissage, sauf ce que je disais tout à l'heure, les doctorats. Le doctorat n'est pas ouvert en apprentissage parce que tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de volume d'heures.
Enfin, à mon sens, c'est ça la raison, puisqu'il vaut 25% de temps de formation sur la durée réelle du contrat. Voilà le petit aperçu des diplômes, mais à peu près tout ouvre aujourd'hui en apprentissage. Question suivante, nous allons nous intéresser à la question de Céline qui nous dit: si j'ai bien compris, dans le cadre de Parcoursup, il faut d'abord démarcher les entreprises avant de candidater dans les formations. Et elle s'interroge: peut-on se voir refuser la formation si on a trouvé une entreprise prête à accueillir un apprenti? Alors, non, je vous demande pas de chercher d'abord votre entreprise et après candidater à Parcoursup. Tout se fait en parallèle. Il faut candidater à Parcoursup et candidater à votre formation pour que votre dossier soit étudié par l'équipe pédagogique. Ça, c'est la première des choses. Et en parallèle, vous devez chercher votre entreprise d'accueil pour le diplôme ciblé. Voilà. Si vous avez une entreprise d'accueil, ça va dépendre de votre niveau et voir si dans le diplôme il y a une sélection aussi sur dossier. Et autre point, s'il reste des places. Après, s'il reste des places et que les missions en entreprise conviennent, logiquement, ils n'ont pas de raison de vous refuser en formation. Question suivante, nous allons nous intéresser à la question de Zeynab qui nous dit: bonjour, si j'obtiens une licence éco-gestion, spécialité finance ou RH en Tunisie et que je souhaite effectuer mon master en France en alternance, suis-je éligible à l'apprentissage ou devrais-je valider une année en formation initiale en licence? Ça revient à la question de tout à l'heure sur les ressortissants étrangers. Je vous invite vivement à consulter notre site internet avec notre fiche thématique sur les ressortissants étrangers. De tête, je préfère pas vous dire de bêtises. Consultez la fiche, elle est très courte à lire, hein, c'est un format A4 et vous aurez toutes les réponses dedans. Alors, Jérémy nous demande, il nous dit: je souhaiterais avoir un master. Je suis bac+2 actuellement. Je dois donc faire une licence et un master dans le but d'ouvrir une micro-entreprise par la suite. Et sa question est: est-ce que je peux faire 2 contrats par apprentissage ayant 38 ans? Alors non, vous pouvez pas faire 2 contrats d'apprentissage en même temps et vous avez 38 ans, donc il faut que vous soyez dans un des cas dérogatoires, donc peut-être création d'entreprise. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait une entreprise qui porte le contrat d'apprentissage pour vous permettre de réaliser la formation. Alors, une dernière question qui est de Catherine: n'y a-t-il pas une différence d'âge des candidats ciblés entre contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation? On en a parlé tout à l'heure de ces 2 types de contrats. Il me semble que le contrat d'apprentissage est réservé aux moins de 30 ans. Ah, c'est un petit point de détail qui peut être éclairant. Oui, tout à fait. Le contrat d'apprentissage est adressé aux moins de 30 ans et normalement, si je dis pas de bêtises, le contrat de pro aux moins de 26 ans. Et après, au-delà, aux demandeurs d'emploi. Eh bien, c'était notre dernière question, Vincent. Donc, eh ben, on va conclure ce webinaire il fermé. Et donc, je vous rappelle qu'il est de votre intérêt d'ouvrir un compte sur la plateforme Fun, évidemment. Si vous voulez suivre les MOOC et notamment ce MOOC, la formation par apprentissage dans l'enseignement supérieur. Donc, c'est très simple, on vous enverra un mail. Il y aura également un mail envoyé pour le replay de cet entretien webinaire. Et je vais laisser les derniers mots à Vincent pour que vous nous fassiez une petite synthèse conclusion. Oui, merci d'avoir assisté à ce webinaire et donc du coup, je vous invite à suivre le MOOC sur la formation par la formation par la voie de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, où vous trouverez bon nombre de vos questions et du coup les réponses dessus. Si vous souhaitez aussi avoir des réponses à vos questions, vous pouvez également consulter notre foire aux questions sur le site du CFA de l'enseignement supérieur, hein, donc le CFA qui
gère les contrats d'apprentissage de nos 6 établissements partenaires, hein, l'Université de Montpellier, l'Université de Nîmes, l'Université de Perpignan via Domitia, l'École nationale supérieure de chimie, l'Université Paul Valéry à Montpellier et Montpellier, l'Institut Agro de Montpellier. Donc n'hésitez pas vraiment à consulter notre site internet qui est très bien fait avec énormément de réponses à vos questions. Et sinon, je vous invite vivement à suivre ce MOOC. À bientôt!